20h sur DTV, le journal et ses titres. 6 ans de détention provisoire, les détenus dans l'affaire du double meurtre de Madinatou Salam sont à bout de nerfs. Ils ont entamé 72 heures de grève de la faim, après quoi ils comptent se suicider si rien n'est fait. L'association pour le soutien et la réinsertion sociale des détenus appelle le gouvernement à agir prestement. Encore un meurtre à Saint-Louis, un gérant de cybercafé a été sauvagement agressé à mort. Les malfaiteurs lui ont pris 300 000 francs CFA en plein jour. L'accès au fichier électoral divise toujours. Opposition et ministère de l'Intérieur, le Front de résistance nationale veut avoir accès à toutes les données pour plus de transparence. Et puis le maniement des matériels et matériaux de construction à la perfection, c'est l'objet des maçons. Ces professionnels du bâtiment encourent beaucoup de risques pour réaliser de véritables chefs-d'œuvre. L'amour du métier en bandoulière à voir dans la réplique métier en fait d'édition. Bonsoir. Les Kantakounes entendaient les disciples de Cheikh Béthio Thioune détenus à la maison d'arrêt et de correction de Thiès ont entamé une grève de la faim de 72 heures au terme de laquelle ils menacent de se suicider si rien n'est fait en leur faveur. L'association pour le soutien et la réinsertion sociale des détenus tire la sonnette d'alarme. Selon le président de cette association, ils sont nombreux les détenus qui sont dans cette situation dans les 37 prisons du pays. Mohamed Mansour pour plus de précisions. Rond-point que le ban, une circulation des grands jours, un temps pas du tout clément et au coin de la rue. Un homme, un ancien militaire aujourd'hui investi d'une nouvelle mission. La défense et le bien-être des détenus. J'ai été placé sous mandat de dépôt par le juge en charge du 3e cabinet Omar Maham Diallo le 6 novembre 2013. Or, on m'a acquitté depuis mes premiers 6 mois, mais malheureusement oublié à la prison de Rebeuss pendant 2 ans 18 jours. C'est en dépit de cette expérience-là que l'idée de venir comme acteur dans le but de sensibiliser la jeunesse de mon pays sur leurs droits et devoirs. Avec ces 37 prisons, le Sénégal n'est pas exempt de reproches en matière de détention, surtout en ce qui concerne les détentions préventives. Le cas des Kantakounes n'est d'ailleurs, selon le président de l'ASRED, que l'arbre qui cache la forêt. La situation de longue détention préventive demeure aujourd'hui une réalité et personne n'ose dire le contraire. Si vous allez à la prison de Rebeuss, il y a des détenus qui sont incarcérés là-bas depuis 2012, 2013, toujours en attente de jugement. Il y a le cas des 16 Kantakounes qui ont été placés sous mandat de dépôt depuis 2012, qui viennent tous de boucler leurs 6 ans, 6 mois, toujours sans jugement. Je peux donner l'exemple de Ahmad Dieye qui est à la chambre de Rebeuss, qui vient juste de boucler ses 5 ans. L'exemple de Aline Badara Ndiaye qui est là-bas depuis 2013. Demba Ba qui est là-bas depuis 2013. Rebeuss, cette prison construite en 1929, bien avant même l'indépendance du Sénégal, a dépassé sa capacité estimée au début à 600 détenus. Elle enregistre aujourd'hui plus de 2400 détenus. Une situation qui est en net déphasage avec les normes internationales en matière de détention. De la détresse, parlons d'insécurité à Saint-Louis. Un jeune gérant de cybercafé a été sauvagement agressé par des bandits. Il en a perdu la vie. Les agresseurs lui ont pris la somme de 300 000 francs CFA à Saint-Louis. Nous rejoignons notre correspondant sur place, Kambidiagne. Du Sénégal, une agression sauvage d'effraie la chronique. Pape Boubou Fall est victime en plein jour aux environs de 11 h du matin d'une attaque sur sa personne. Pas moins de 4 agresseurs se sont introduits dans son cybercafé, ici à la corniche de Sor, près du foirail de Mouton de Médina Marmial de Saint-Louis, pour le neutraliser avant de lui asséner sauvagement 2 coups de couteau à la gorge et 2 autres coups de couteau à l'abdomen. Les bandits se sont ensuite emparés de la rondelette somme de 300 000 francs CFA et du téléphone cellulaire de leurs victimes avant de disparaître dans la nature. Pape Boubou Fall est finalement tombé dans le coma avant d'être acheminé aux urgences de l'hôpital régional de Saint-Louis. Il est actuellement au bloc opératoire.
où il essaie de reprendre connaissance. C'est la terreur à Saint-Louis où, à cette période de froid, les voleurs, bandits et autres malfrats ont l'habitude d'opérer. Une petite rectification, l'agressé est en ce moment dans le coma. La mer fait des ravages à Saint-Louis. Une centaine de maisons emportées par les eaux. Cheikh Bamba Dièye dénonce la négligence de l'État. Selon l'ex-maire de Saint-Louis, cette région est laissée à son sort. L'ancien ministre accuse le président Macky Sall d'être plus préoccupé par le train express régional. Il est interrogé par notre reporter Chantal Badji. Mais cessez de dénoncer ce qui se passe au niveau de la langue de barbarie. Je crois que c'est encore symptomatique de la qualité de la gouvernance publique sous Macky Sall. Vous avez une menace directe sur plus de 100 000 personnes. Et le phénomène du changement climatique est devenu un phénomène mondialisé. Donc il ne sert à rien de dire nous ne le savions pas parce que nous savons que chaque année, le phénomène va prendre de l'amplitude. L'année passée, c'était des dizaines de maisons. Les années, c'était pareil. Cette fois-ci, on est à plus de 100 et quelques. Et il y a des menaces sur les personnes. Et les années qui vont venir, si nous ne faisons rien, c'est par centaines qu'on va ramasser les gens. Et la question, c'est comment est-ce qu'au Sénégal, nous sommes capables de nous endetter à hauteur de 1500 milliards pour 45 km d'un train express régional, alors que nous avons besoin de 100 milliards pour sauver 100 000 personnes. Il faut que les gens se posent la question de savoir dans quel pays sommes-nous. Ce qui se passe est monstrueux. Et nous n'avons pas des hommes qu'il faut, là où il faut. Au moins 530 enfants ont été retirés de la rue entre mai et juin 2018. Une annonce du directeur de la protection de l'enfant Alioune Sarr. Ces enfants sont majoritairement originaires des régions de Kolda, de Kaffrine, mais aussi de la Guinée. Un atelier d'échange et de partage a été organisé sur la question à Pékin, où nous retrouvons notre correspondant sur place, Abdoulaye Wanyaga. La question du retrait des enfants de la rue est toujours d'actualité au Sénégal. Les autorités ne comptent pas baisser les bras face à ce phénomène, mais elles ont décidé de changer de démarche. Elles prônent l'approche inclusive. C'est tout le sens de cette rencontre organisée à Pékin pour partager avec les maîtres coraniques sur la problématique. Vous savez, l'éducation coranique, ce n'est pas une alternative à l'éducation française. Je crois qu'il faudrait qu'on puisse la prendre comme une forme d'éducation qui est un choix possible de l'enfant. Des études effectuées par la direction de la protection de l'enfance montrent que la plupart des enfants proviennent des régions de Kolda et de Kaffrine, mais aussi de la Guinée-Bissau. Aujourd'hui, la priorité pour nous serait dans Kolda, où on a le maximum d'enfants qui viennent de Guinée-Bissau qui stationnent là-bas. À Kaffrine, où les enfants aussi sont nombreux à venir. Beaucoup d'enfants ont été retirés de la rue du 28 mars au 15 mai 2018. Ils sont au nombre de 165 enfants et à la fin du mois de juin, ce sont au moins 365 enfants qui ont été retirés de la rue. C'est l'analyse que nous faisons. C'est pour cela que nous allons au-delà du chiffre, mais nous analysons le contenu de ce chiffre-là. Et c'est ça qui nous permet aussi d'aider à la prise de décision. Le retrait des enfants de la rue se poursuit au Sénégal, mais les efforts ne semblent pas avoir des effets. De nombreux enfants circulent encore dans les rues de la capitale en quête de pitance. Politique à présent, fichier électoral, pas encore la fin des tiraillements. Le Front de résistance nationale exige l'accès immédiat à la base de données. Il condamne fermement ce qu'il qualifie de tentative de déstabilisation du mouvement Y en a marre. L'organisation réclame la restitution sans délai de l'agrément de l'ONG Endalid Afrique et c'était en présence de Chantal Badji. Le Front de résistance se dit déçu suite à leur déplacement au ministère de l'Intérieur pour consulter le fichier électoral. Selon eux, ils n'ont vu qu'une plateforme comme ce qui a été récemment mis en ligne. Ils exigent l'accès dans les meilleurs délais au fichier électoral. Nous n'avons pas eu accès au fichier électoral. C'est pourquoi la conférence des leaders a décidé d'adresser un courrier ferme et courtois au ministère de l'Intérieur pour une mise à disposition du fichier électoral pour qu'on puisse exercer notre droit de regard
et de contrôle sur le fichier électoral. Il fustige le retrait de l'agrément de l'ONG Lead Afrique francophone, une décision qu'il qualifie de tentative de musellement de toute organisation soucieuse de la transparence des élections. Nous avons aussi regretté et condamné fermement les violations des libertés démocratiques et des libertés d'association. C'est encore une fois une condamnation qu'il faut faire parce que Macky Sall ne respecte pas les libertés démocratiques. En fait, c'est comme ça que fonctionnent les dictatures rampantes. Nous engageons le combat en organisant une manifestation le 29 de ce mois pour contester la gestion solitaire du pouvoir par rapport surtout au fichier électoral. Le Front de résistance compte continuer le combat pour le respect des droits de la société civile et la transparence des élections. Des marches et sit-ins devant le ministère sont prévus ces prochains jours. Les députés de l'opposition réclament beaucoup plus de transparence dans l'exécution du budget de l'Assemblée nationale réunie sous la bannière du groupe parlementaire Liberté et Démocratie. Ils ont dénommé une absence de débat, surtout au niveau de la commission des finances, depuis l'installation de la 13e législature. Nous les écoutons au micro de notre reporter. Il faut demander au Sénégal entier à quoi ça sert la démocratie. Donc je crois qu'au Sénégal, on commence à avoir un problème avec l'exercice démocratique. Parce que l'Assemblée est le lieu privilégié du débat parlementaire et le lieu privilégié de la contradiction. Vous avez pu voir, nous avons noté plusieurs fois des velléités de rétrécir le champ du débat, de faire en sorte chaque jour d'ajouter des entorses au règlement intérieur. Le bureau de l'Assemblée nationale n'a pas à son sein un membre de l'opposition. Vous pouvez regarder dans toutes les démocraties où un président qui a eu 49% des suffrages exprimés aux législatives se retrouve avec un bureau à l'Assemblée nationale composé uniquement des membres du parti au pouvoir. Nous constatons tous aujourd'hui que le débat parlementaire traditionnel veut être transformé aujourd'hui en un débat parlementaire limité. Le problème que nous avons avec Moustapha Niasse, voici un président qui existe énormément, qui fait fi du règlement intérieur de l'Assemblée nationale, qui veut diriger l'Assemblée nationale selon ses humeurs et selon les convictions de Macky Sall ou bien selon les désirs de Macky Sall. Justement, le président Moustapha Niasse a été reçu par la coordination des sages de Benno Bokk Yakaar, une visite qui s'inscrit dans la campagne d'investiture du candidat de la mouvance présidentielle. Les sages de Benno Bokk Yakaar de Pikine ont porté leur choix sur le président Macky Sall. Je vous propose à ce propos d'écouter le président de l'AFP, Moustapha Niasse, au micro de Abdoulaye Wanyanga. Nous sommes réunis, nous les sages de la coalition Benno Bokk Yakaar, qui comprend plus de 200 composants. Moi, dans la brillante intervention, l'a rappelé, notre candidat, c'est le président Macky Sall. C'est Dieu qui nous l'a inspiré et c'est la raison qui nous l'a recommandé. C'est Dieu qui nous l'a inspiré en tant que croyants. C'est la raison qui le pousse sur le fait de voir et d'entendre, de comprendre et de décider dans les cellules du cerveau. C'est cette raison-là qui appartient à Dieu. La raison appartient à Dieu. C'est la raison qui nous le recommande. Alors, entre la décision de Dieu et l'inspiration qui nous a insufflé au plus profond de nous-mêmes et la logique dictée par la raison, eh bien, nous décidons de demander à Dieu qui nous en donne la possibilité d'aider le président Macky Sall à être réélu, Inch'Allah, le 24 février 2020.
Ainsi parle le président Moustapha Niasse. Politique toujours, le Parti démocratique sénégalais enregistre un nouveau départ. L'ancien leader du mouvement des élèves et étudiants libéraux a claqué la porte du PDS. Selon Victor Sadio Diouf, il y a une absence totale d'égalité au sein de son désormais ex-parti. Pour lui, la page PDS est tournée, s'ouvre maintenant une autre, celle de son mouvement dénommé Mouvement des forces d'avenir Pendebachia. C'est avec un air frustré que Victor Sadio Diouf annonce sa démission du Parti démocratique sénégalais. Il a désormais son mouvement politique. Selon lui, il n'a pas été apprécié à sa juste valeur au sein du PDS. Beaucoup de choses se sont passées dans le parti. Il y a eu de l'injustice, il y a eu le manque de solidarité. Et à un moment donné aussi, nous sommes dit, l'heure est venue de prendre notre destin en main, de prendre notre responsabilité face à l'histoire. L'autre chose aussi qui nous a motivé de prendre cette décision, c'est si on va là, dans un parti où on ne sait plus là où on va, il est très noble, très normal, on s'arrête pour pouvoir prendre notre responsabilité et aller avec les gens qui ont un projet de société crédible pour le pays. Nous, ce n'est pas question matérielle, mais nous, avant tout d'abord, c'est le respect, la considération que nous voulons d'abord, l'implication que nous voulons d'abord. Parce que nous, on a tout donné ce parti. On ne nous a pas investi, mais n'empêche, nous étions restés dans le parti. Nos préoccupations d'abord, c'est les préoccupations des Sénégalais. D'abord, le devenir de la jeunesse, les problèmes du pays, les problèmes de l'éducation, les problèmes du train de vie des Sénégalais. Toutes ces choses-là nous préoccupent aujourd'hui. Le mouvement s'appelle Mouvement des forces d'avenir, MFA, en Wolof, Sénégal, un mouvement qui regroupe tous les jeunes de tous les bords, un mouvement qui regroupe les jeunes au-delà des frontières du Parti démocratique sénégalais. Plus loin, il avance que le parti est pris en otage par un clan mu, par des intérêts crypto-personnels. Sa nouvelle famille politique ne compte pas boycotter la présidentielle de 2019. Au-delà d'une personne, c'est les caprices d'un clan, d'un groupe. Parce que je ne peux pas comprendre, au moment où nous, la jeunesse, nous sommes dans l'international libéral, un groupe de personnes se lève un bon jour pour dire on ne va pas participer, on ne sait pas, on ne donne même pas des raisons valables. Nous, on nous enseigne une décision, on doit la motiver. Eux, ils disent l'international n'a pas eu à parler sur le cas de Karim. L'international n'a pas eu à parler sur les emprisonnements. Nous avons tous vécu. L'international n'a pas eu à parler sur beaucoup de choses. Je leur ai dit, l'occasion nous est donnée pour pouvoir avoir une tribune pour dire ça à haute voix. Ils ont refusé cela. Personnellement, je pensais qu'avant cette date, le candidat devrait être là pour qu'ensemble on mène le combat. On s'est vu que tel n'est pas le cas. L'autre chose, j'ai dit certains combats, nous la jeunesse, j'ai dit j'appelle la jeunesse consciente de ne plus mener ces genres de combats. Ainsi, le mouvement des forces d'avenir compte sillonner le pays et battre campagne, mais également rencontrer tous les candidats qui ont une ambition forte et crédible pour le Sénégal. Sur un tout autre registre, 55 milliards de francs CFA, c'est la somme investie dans la mise en œuvre du marché international de Diamniadio. L'infrastructure est actuellement en chantier et le ministre du Commerce y était aujourd'hui. Ce marché sera par ailleurs une réponse aux problèmes agricoles et c'est le fruit de la coopération entre le Sénégal et la Turquie. Les explications d'Adam Biteya. Ici, les travaux vont bon train, presque achevés. Le ministre du Commerce, sur les lieux, la dernière visite sur le marché international et la gare des gros porteurs de Diamniadio. Ce marché devrait résoudre de nombreux maux dans le secteur de l'agriculture. Puisque le marché, comme je l'ai rappelé plusieurs fois, sera un centre d'éclatement pour toute la production agricole au Sénégal, de la zone des Niayes et de l'intérieur du pays. À partir de ce marché, on pourra non seulement approvisionner tout le Sénégal, mais également aller à l'assaut du marché sous-régional africain. Puisque vous savez que le marché est également connecté à une gare des gros porteurs, où les camions sénégalais pourront, à partir de cette gare, remplir les marchandises et aller à l'assaut du marché continental. Donc cela veut dire simplement que le Sénégal se projette dès à présent sur cette zone de libre-échange continentale africaine. Le gouvernement sénégalais a investi un montant de 55 milliards dans les travaux pour booster le secteur privé sénégalais. Je crois que dire au secteur privé sénégalais que le gouvernement du Sénégal a mis 55 milliards
pour mettre une infrastructure à leur disposition, c'est également aussi une façon de renforcer et d'accompagner le secteur privé, puisque nous allons être dans une compétition continentale où les secteurs privés qui auront leur gouvernement à leur côté, où leurs gouvernements leur mettront à leur disposition des outils et des instruments de conquête, naturellement c'est ceux-là qui gagneront, et je crois que le secteur privé sénégalais sera prêt justement pour aller à l'assaut du marché continental. Une infrastructure prête à l'inauguration et le démarrage de ses activités. Elle contient plus de 7000 m² de chambres froides pour les stockages des produits frais. Le marché international règle un problème crucial de la production au Sénégal, c'est-à-dire avoir des centres de stockage de produits frais. Et donc toute la perte post-récolte qu'on connaissait au Sénégal, qui pouvait atteindre parfois 40% de la production, ces questions seront également résolues. Rappelez également que ce marché sera aussi un outil de régulation des prix des produits alimentaires. Et donc naturellement préserver le pouvoir d'achat des Sénégalais. Puisqu'à partir justement du stockage que nous aurons justement dans les chambres froides et les chambres réfrigérées, nous pourrons également sur toute l'année pouvoir mettre sur le marché des produits de bonne qualité mais également à des prix homologués et puis contrôlés. En 1964, les premières études ont été faites pour construire un marché international au Sénégal. Un projet longtemps attendu par le secteur privé et réalisé par l'entreprise turque DM. Ce marché va être inauguré le 4 décembre 2018 par le président Macky Sall et son homologue de la Turquie. Le ministre des Affaires étrangères du Nigeria est l'hôte de son homologue sénégalais ce vendredi. Geoffrey Onyema vient ainsi renforcer la coopération entre les deux pays. Le champ est vaste. Le Sénégal et le Nigeria comptent ainsi booster davantage la coopération en matière économique, mais surtout militaire. C'est pour, vous le savez, lutter farouchement contre le terrorisme, n'est-ce pas, Abdoulaye Ndiaye? Dans le cadre de ces relations bilatérales, le Sénégal accentue sa coopération avec un allié de taille qui pèse lourd en Afrique, le Nigeria. Le ministre des Affaires étrangères sénégalaise, Maître Sidiki Kaba, reçoit son homologue nigérian, son Excellence Geoffrey Onyema, vient dans un contexte où le Sénégal souhaite intensifier l'axe économique de cette relation. Sur le plan économique, dans le cadre de la coopération sud-sud, il y a l'industrie de ciment Dangote, qui est un ressortissant nigérian, qui a investi au Sénégal des sommes importantes pour créer une structure industrielle qui participe aujourd'hui à la vie économique du Sénégal. La coopération militaire n'est pas en reste. Les deux pays sont en train de plaider avec en toile de fond le phénomène du terrorisme qui gagne du terrain et menace le développement du continent africain. Le Sénégal est bien en action. Il faudrait aussi retenir qu'il y a une coopération militaire intense. Et cette coopération militaire, elle s'est faite au sein de la CEDEAO, mais chaque année, avec le Forum sur la paix, des généraux, des officiers nigérians et sénégalais travaillent ensemble pour essayer de créer les conditions de lutter contre le fléau que nous connaissons, qui est le terrorisme. Et ensemble, nous essayons de lutter contre Boko Haram. Pour renforcer les relations qu'entretiennent ces deux peuples, une coopération bilatérale plus dense s'impose et le Sénégal assure le suivi diplomatique, notamment au sein de la CEDEAO. Et nous aimerions avoir un accord entre nos deux ministères pour des échanges de diplomates et des participations l'un de l'autre et l'autre aux institutions académiques pour la diplomatie des deux pays. Et tout cela va vraiment renforcer à la base les coopérations entre nos deux pays. Il y aura une suite heureuse à la suite de cette visite, et que nous allons dynamiser notre coopération et que nous puissions, dans le cadre de la CEDEAO, être des moteurs du développement du continent africain et particulièrement de notre sous-région intégrée qui est la CEDEAO. D'autres points ont été abordés lors de cette visite. Il s'agit de la stabilité en Gambie et au Togo. La venue du ministre des Affaires étrangères du Nigeria au Sénégal confirme les bonnes relations qui existent entre ces deux peuples. Elle permettra en effet de renforcer l'axe Dakar-Abidjan.
De 4 pour les titres. Ils manient parfaitement matériels et matériaux de construction. Ils sont très minutieux pour faire du ciment, du béton et du sable, un bon dosage. Et ça n'est pas tout. Les maçons respectent scrupuleusement les règles de leur métier. La maçonnerie n'est pas de la sinécure au vu des nombreux risques, mais ces professionnels du bâtiment sont capables de construire des bâtisses de dernière génération, même si les conditions et les moyens ne sont pas toujours réunis. La maçonnerie ou l'intelligence de la construction, c'est un dossier signé à Yarangaya. Tachés de ciment et de sable, ils s'activent pour construire un mur. Les maçons sont les maîtres d'œuvre de toutes les jolies maisons ou autres bâtiments. Ils peuvent construire des centaines d'étages, mais tout dépend de ce qu'ils appellent le fondement. Nous creusons d'abord pour mettre du bâton et du fer. C'est un fondement solide à même de supporter des étages. Si le propriétaire veut 1, 2, jusqu'à 8 étages, on peut le faire. Parfois, vous voyez des bâtiments qui s'effondrent et c'est juste parce qu'il y a des gens qui ne veulent pas trop dépenser pour acheter du fer de qualité. Le dosage du béton, du sable et du ciment est obligatoire pour avoir un mur solide. Pour une brouette de béton, un sac de ciment suffit pour avoir bon dosage. En mélangeant le sable avec du ciment, on peut savoir si c'est bien dosé ou pas. Avec la corde et le guide, ces ouvriers mesurent les dimensions pour équilibrer les murs. Si la mesure est fausse, on peut avoir un mur déséquilibré. Nous devons avoir au même niveau. C'est pour cela que la mesure doit être bien faite. Ce n'est pas un métier facile comme pensent bon nombre de personnes. Affirmation d'Omar et Abdou. Si vous venez pour apprendre le métier, vous allez comprendre très vite. Si vous vous y mettiez pleinement, le plus important, c'est d'être attentif pour pouvoir l'exercer correctement et ne pas être obnubilé par l'argent. Et comme ça, le travail est bien fait. C'est un métier d'homme, c'est très difficile et très risqué. Seul bon Dieu peut nous protéger. C'est un métier très risqué. Ces ouvriers confient rencontrer d'énormes difficultés. Nous devons aider les maçons et leur donner des matériels plus sophistiqués pour qu'ils puissent construire des bâtiments de dernière génération. Les accidents sont très fréquents dans les chantiers. Nous n'avons que ces planches. Les blancs ont des matériels qui peuvent leur permettre de monter jusqu'au 8e étage sans danger. Toutefois, ils ne se plaignent pas puisqu'ils gagnent bien leur vie. Le métier marche bien puisque nous avons tout le temps des chantiers, donc ça marche bien. Ces professionnels de la construction encouragent les jeunes à chercher un emploi pour satisfaire leurs besoins.